Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le coffret, le tarot pas à pas de Marianne Costa. Alors c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée à la suite d'une publication sur Instagram et Facebook de quelques images de ce coffret. Et donc du coup, je vous montre, enfin en tout cas je vous fais une première présentation. Sachant que vous allez voir, il y a énormément de choses à l'intérieur, enfin notamment il y a un gros livre et j'ai pas eu le temps de tout lire. Donc voilà, j'ai commencé à lire et puis du coup j'ai pris le temps de feuilleter, de regarder un peu comment est-ce qu'il était conçu pour pouvoir vous le montrer rapidement comme vous me l'avez demandé. Donc je referai peut-être une vidéo plus tard, dans quelques mois, où je parlerai beaucoup plus en détail du livre. Mais voilà, j'avais aussi envie de vous le montrer rapidement. Je suis super contente en fait que vous soyez autant à être intéressés par ce coffret-là, parce que tout ce que j'ai vu jusqu'à présent est vraiment, vraiment très chouette. Alors, Marianne Costa, tous ceux qui ont vu quelques vidéos de moi, plus qui ont travaillé avec le tarot de Marseille, vous la connaissez sûrement parce que c'est elle qui a coécrit le livre La Voix du tarot avec Alexandro Jodorowsky. Alors c'est vrai qu'on parle jamais d'elle, hein, c'est vrai que Jodorowsky c'est quelqu'un qui a une personnalité assez qui occupe le devant de la scène, et donc souvent on dit, et je suis la première à le faire, voilà, le livre de Jodorowsky. Mais en fait, c'est pas le livre de Jodorowsky, c'est le livre de Jodorowsky et de Marianne Costa. Donc elle, entre ces deux livres, il y a pas mal d'années, enfin entre ces deux livres, ces deux coffrets, il y a pas mal d'années qui sont passées. Et là, on voit le background de la voie du tarot, mais déjà appliqué à tous les tarots de Marseille et pas seulement au tarot qui a été, on va dire, créé, modifié par Alexandro Jodorowsky. Là, vous allez voir dans la boîte, on a un tarot qui est la reproduction d'un tarot historique. Donc on ne part pas d'un tarot modifié, moderne. On est sur voilà, un facsimilé, donc une photocopie en gros, d'un tarot, d'un ancien tarot. Voilà, alors on va commencer à regarder. Donc c'est un gros coffret, c'est pas un tout petit coffret. Il coûte 38 €. On a une petite présentation derrière. Voilà, donc avec, voilà, qu'est-ce qu'on a dans le coffret? 78 lames du tarot de Madénier. Et un livre de 448 pages avec des illustrations couleurs. Donc vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, on m'a posé la question, est-ce que c'est un coffret pour débutants? C'est un coffret pour tout le monde. C'est un coffret pour débutants et c'est un coffret pour des gens qui ont envie aussi de retravailler sur le tarot parce qu'elle a mis beaucoup de choses dans son livre. Bon, maintenant, je vais vous présenter ce qu'il y a dedans. Donc, on a une ouverture magnétique. On a un gros livre, pardon, il y a un petit ruban. On a un gros livre, gros livre, avec beaucoup de choses dedans. Et puis, au fond, on a une boîte. Enfin, une boîte, un jeu. Donc, voilà, le Madénier. Donc, hop, on a, ça a été reproduit. Alors, pour ceux qui sont collectionneurs, moi je l'ai ce jeu en collection et je l'ai dans dans une présentation qui est bien sûr avec des cartes plus épaisses, avec peut-être un meilleur traitement d'image. Là, vous allez voir, les cartes sont brillantes. Donc j'aurais préféré du mat. Par contre, l'avantage de ce tarot, c'est comme il a des cartes brillantes et qu'il est pas mal plastifié, du coup, il est hyper solide. Alors, la qualité des cartes, comment dire, l'épaisseur des cartes est super bonne. On voit super bien les couleurs. Hein, il y a, comment dire, le rendu des couleurs est
et je trouve très bon. J'aime bien le Madénier, hein, il est intéressant parce qu'il n'est pas trop abîmé, donc on retrouve bien les images. Donc voilà, par rapport à un tarot historique, sur des reproductions qu'on peut voir dans des jeux un peu, dans des sociétés qui sont, enfin dans des éditeurs qui sont spécialisés dans la reproduction d'anciens tarots, on va avoir une présentation différente avec des cartes plutôt carton, etc. Mais ici, moi, ce que j'aime bien sur ces cartes-là, c'est qu'elles sont, elles sont costauds en fait. Donc elles vont, si jamais vous voulez l'emmener de partout, que vous êtes à un café, que la table n'est pas tout à fait propre, vous pouvez quand même sortir votre tarot. S'il y a des petites choses dessus, vous frottez et ça disparaît. Donc dans l'optique d'un tarot pour débutants, je trouve ça très bien parce que quand on débute, c'est bien d'avoir le tarot avec soi. C'est bien de pouvoir le sortir, de pouvoir le regarder. Voilà, là il va commencer à faire beau, donc j'ai envie d'apprendre le tarot. J'emmène mon petit tarot avec moi à la terrasse d'un café. Je me prends un petit café, puis je regarde les cartes, je joue un peu avec elles. Il y a vraiment au départ, je trouve, c'est important de garder cette idée de légèreté et de jeu et pas prendre le tarot comme quelque chose d'hyper grave parce qu'alors déjà ça donne moins envie. Ça donne moins envie et pour tirer les cartes et pour étudier le tarot, ça demande du travail qu'on va faire de façon différente selon nos personnalités. Donc chacun en fait pénètre et teinte sa compréhension du tarot de sa personnalité. Et donc, du coup, voilà, il y a du travail autour de ces cartes. Et la première chose à faire, c'est de les aimer pour pouvoir faire ce travail avec le cœur aussi. Donc voilà. Donc, on retrouve le tarotage derrière, classique, et puis les cartes. Alors, je vais vous le montrer rapidement. Ce tarot avant de parler du livre. Voilà, donc elle a classé en fait les cartes comme dans le livre de La Voix du Tarot, c'est-à-dire on a d'abord le valet, après la reine, après le roi, et ensuite on a le cavalier qui lui va aller à la conquête d'un nouveau monde. Voilà, c'est pour ça que c'est classé dans ce sens-là. Donc moi, c'est comme ça au départ que j'ai appris, donc ça me parle, puisqu'en fait, c'est vrai que c'est vraiment La Voix du Tarot, c'est le livre qui m'a fait aimer le tarot. Donc voilà. Alors après, on a ces mineurs qui sont magnifiques. Donc on est, j'ai oublié de dire, sur du tarot de Marseille. On n'est pas sur du Rider-Waite. Donc on va pas avoir dans ce livre-là, dans l'association, en fait, les associations qui ont été faites, on va pas avoir les significations classiques du rider qui sont en fait les significations qu'on trouve dans pratiquement tous les tarots qui sont sortis et qui sont avec des thèmes, par exemple le tarot des druides, le tarot des mondes oniriques, etc. Là, on est sur une tradition tarot de Marseille. Alors, vous voyez qu'aussi, quand on fait les facsimilés, c'est pas des photocopies, hein, mais bon, c'est comme si c'était des photocopies. Quand on fait des photocopies, on a les défauts aussi des cartes. Donc, par exemple, vous voyez qu'ici, il y avait le magicien qui avait imprégné la carte. Donc, on le retrouve aussi. Alors, ce que j'aime bien dans celui-là, c'est d'abord, il y a de la couleur verte. J'aime beaucoup le vert, en fait, dans les tarots de Marseille. J'aime bien aussi, celui-là, il est propre, il bave pas trop. Alors que dans certains anciens, on a du mal à reconnaître, ça demande beaucoup de temps pour se pencher dessus et reconnaître un petit peu ce qui se passe sur les cartes. Donc celui-là, c'est un ancien et il est accessible sans trop forcer sur les yeux pour essayer de reconnaître les choses. En plus, vous voyez, par exemple, ici, il y a des têtes qui sont assez sympas. J'adore ce cavalier d'épée. Chaque fois, il me fait rire.
J'aime bien son énergie, puis vous savez que je suis assez mentale, donc c'est vraiment une suite que j'aime bien. Donc voilà, hop, ta donc avec les couleurs propres au Madénier. Je voulais dire aussi une chose, c'est vrai qu'il y a pas mal de... une sorte de... comment dire, presque d'intégrisme sur le tarot de Marseille, avec cette idée que c'est le tarot de Paul Marteau qui est une référence au niveau graphique et au niveau des couleurs. Alors, au niveau historique, c'est pas celui de Paul Marteau, c'est pas du tout le tarot de Marseille le plus ancien, enfin le tarot qui respecte, on va dire, les canons du Marseille le plus ancien. Et parmi les plus anciens, on a des différences au niveau des couleurs et même au niveau des orientations des personnages. Donc à partir du moment où on va travailler avec un tarot, on va respecter les couleurs et on va voir ce que ce tarot spécifiquement, avec ses couleurs spécifiques, peut nous apporter comme information. Et comme je donne l'intention que enfin, je dis aux cartes, voilà, je travaille avec ces cartes-là, avec les couleurs de ces cartes-là, avec les significations que j'ai apprises, etc., ou avec l'aide du livre, je vais avoir des réponses avec cet alphabet-là, puisque pour moi, c'est un peu un alphabet, une sorte de système de hiéroglyphes, en fait, le tarot. Et donc, ça, comment dire, alors le guide, l'esprit, c'est mystérieux, on ne sait pas comment est-ce que ça fonctionne vraiment, va nous répondre avec cet alphabet-là. Voilà. Donc, ne vous focalisez pas sur « Ah, mais dans ce jeu-là, je sais pas, on va regarder après les majeurs. On a telle ou telle chose et telle ou telle couleur, mais alors que dans un autre jeu, on a telle autre couleur. » Dites-vous que à partir du moment où vous avez choisi votre jeu et le jeu avec lequel vous allez tirer, vous utilisez les codes de ce jeu-là. C'est comme si je veux parler, si je dis je vais faire une vidéo en anglais, je parle en anglais. J'utilise les mots anglais. Et si je fais une vidéo en français, j'utilise des mots en français. Donc là, c'est la même chose. Si je veux discuter dans la langue Pierre Madénier, je vais utiliser les codes du Madénier. Regardez comme les personnages sont expressifs et elle est belle cette reine de coupe. Et regardez aussi comme il y a des choses qu'on peut voir à travers les regards, à travers les expressions. Je suis sûre que voilà, vous regardez ces deux cartes et hop, il y a une histoire qui se produit dans votre tête et dites-vous que l'histoire qui se produit dans votre tête, c'est un début d'interprétation que vous pourriez avoir. Et l'histoire va pas être la même en fonction de la question que vous allez poser et en fonction des cartes qui vont être l'une à côté de l'autre. Voilà le petit valet de coupe, tout délicat. La série des coupes. Alors moi j'aime j'adore toutes les fleurs et toutes ces fleurs qui poussent sur les mineurs de Marseille. C'est vraiment, je trouve ça vraiment touchant. Là on a un 2 de coupe qui est super joli, hein, avec les 2 dauphins. L'as de coupe. Et puis voilà, hop, maintenant on va passer au majeur. Donc on a le mât avec le bâton qui est rouge, les chaussures rouges. Voilà, on va le corps rouge et vert. Donc on a, vous allez voir plein de choses en fait que l'on peut utiliser pour la compréhension du tirage et la compréhension des cartes. Le petit battleur. Hop. Donc pour les débutants, par exemple, ça peut être intéressant de se dire, tiens, cette semaine, je vais regarder la carte et je choisis une carte qui m'appelle. Et tous les jours, je vais la regarder, puis je vais prendre des petites notes sur ce que je vois, comment j'interprète, ou je vais lire un petit peu le livre. Et je vais regarder les couleurs, les directions, l'énergie de la carte. Et c'est comme ça, en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Et voilà, en fonction de sa personnalité, on va le faire on a le choix, en fait. Il y a plein de façons de rentrer dans cet univers magique et merveilleux du tarot et des oracles en général. Petit copain l'ermite.
La roue de fortune. La force, vous voyez qu'ici, la force, on a un ours. Ou peut-être un lion. Je ne sais pas si c'est un lion ou un ours. Peut-être un lion, mais avec une couleur... Parce qu'en fait, dans l'histoire, au départ, c'était des ours. Et puis après, il y a eu une sorte d'engouement pour... et puis une meilleure connaissance de l'Afrique. Et on a retrouvé on a mis le lion dans la force. Mais au départ, c'était un ours. Moi, je trouve qu'il ressemble plus à un ours. Voilà, on a le pendu. Le diable. La maison de Dieu. La belle étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Hop, voilà. Alors, on va ranger le tarot dans sa petite boîte. Oh là là. Ouais, c'est serré. Alors, c'est fait pour. Hein. C'est vrai qu'au début, moi, je râlais. Je disais, mince, c'est casse-pied, ces cartes, ces boîtes toutes serrées. Et en fait, après, j'ai eu une ancienne boîte qui n'était pas serrée du tout. Bon, je rangerai après. Et dès qu'on la... Dès qu'on la garde avec soi, elle s'écrase et au bout de 3 fois dans un sac, la carte est toute bousillée. Donc, la boîte est toute bousillée. Donc, en fait, c'est pour pas que la boîte s'abîme que c'est aussi serré. Alors, voilà. Donc, un gros pavé. Je vais vous montrer... donc, j'ai commencé à le lire. J'ai lu un tiers à peu près. Et puis, je vais vous... Alors, attendez, est-ce qu'il y a... Voilà. On va regarder la table des matières pour que je vous montre un petit peu le contenu. Donc, il y a toute une partie hyper intéressante sur l'histoire du tarot de Marseille, de ses cousins, de ses proches, de ses lointains, parce qu'en fait, c'est pas une famille ultra définie, le tarot de Marseille. Les historiens... D'ailleurs, il s'appelait pas Tarot de Marseille au départ. Ça a été mis à un moment pour des raisons, pour des raisons peut-être bien marketing entre guillemets. Hein, ça n'existait pas à l'époque, mais pour lui donner un nom. Et aussi parce que c'était là où ils étaient le plus produits à cette époque-là. On a cette présentation sur l'histoire du tarot de Marseille. Alors, elle est super intéressante. Elle est moins... vous savez que j'adore le livre d'Isabelle Nadolny parce qu'il y a beaucoup de reproductions, il y a plein de choses très chouettes dans ce livre-là. D'ailleurs, il est cité ici. Mais là, du coup, on a tout, c'est-à-dire qu'on va avoir... Voilà, qu'est-ce que c'est que le tarot, les suppositions sur le tarot, les suppositions sur les majeurs, les triomphes. Voilà, le tarot français, le standard de Marseille. Voilà, il y a les tarots italiens, les premiers tarots français, l'émergence du standard, les différents types. Ça, vous avez dû peut-être en entendre parler, j'en ai parlé de temps en temps, mais il y a des... En fait, les historiens ont classé les différents tarots de Marseille en 2 types, en fonction d'un certain nombre de choses qu'on voit ou qu'on ne voit pas, notamment sur la carte du monde, sur la carte du chariot. Je vous montrerai le comparatif, tarot et compagnonnage, les liens, la chronologie des différents tarots. Donc, tout ça, c'est super intéressant. Et pour moi... connaître l'histoire du tarot, c'est pas quelque chose qui est indispensable pour tirer les cartes. Par contre, pour comprendre l'esprit, pour comprendre ce qu'il y a dans les cartes de tarot, notamment certaines cartes qui sont, le tarot de Marseille, c'est un héritage chrétien, donc il y a un certain nombre de choses qu'on va comprendre en regardant cette histoire. Puis moi, je trouve ça passionnant aussi. Et aussi,
Ça évite de raconter des tas de bêtises, comme il y a énormément de bêtises qui ont été racontées jusqu'à présent sur le tarot, ses origines, etc. Et je trouve ça dommage de perpétuer ces choses-là. On le retrouve hein, dans des anciens livres aussi. Et voilà, donc ça intéresse beaucoup Rice qui vient faire une petite visite. Mets-toi là, mon chat, hein, pas sur le livre. Alors, donc, après, on a interprété le tarot avec des leçons d'anatomie. Avec donc aussi des propositions de travail. Donc, il y a cette idée d'abord de travailler justement avec le contexte culturel, prendre contact avec les cartes, les repères iconographiques. Donc, qu'est-ce que l'on voit sur les cartes ? Des repères culturels sur les conventions, les symboles, c'est passionnant, hein, cette partie-là. Et d'ailleurs, c'est pas un livre qu'on lit d'une traite en plusieurs soirs. C'est un livre où on va souligner des choses, surligner des choses, on va y revenir. Voilà, c'est pas un travail de juste quelques heures, c'est un livre de référence. Alors, donc après, on a la présentation de comment est-ce que le tarot est composé. On a une présentation de la numérologie. Les 3 corps du tarot avec la numérologie qui va être appliquée aux valeurs, aux figures et aux arcanes majeurs. Donc ça, c'est issu de son travail personnel. Hein. Dès qu'on est dans l'interprétation et l'utilisation du tarot, dès qu'on sort en fait de l'histoire et du lien des images avec l'histoire, et qu'on rentre dans l'interprétation du tarot, on est sur une vision personnelle. Il n'y a pas, comment dire, on est dans le domaine de la magie, on n'est pas dans le domaine de la science, donc elle va nous emmener dans son monde à elle et dans sa compréhension du tarot. Voilà, alors ne soyons pas aussi intégristes que ont pu l'être les religions, soyons ouverts à toutes les propositions. Et moi, voilà, sa proposition, je l'aime bien et elle me plaît. Mais ce n'est pas la seule qui existe. C'est pour ça que vous verrez d'ailleurs des différences dans les livres, parce que chaque fois, c'est la vision personnelle de la personne qui va écrire le livre. Et à chaque fois, on prend ce qui nous plaît, on prend ce qui nous parle, et on laisse ce qui ne nous parle pas. Voilà, donc ça, c'est vraiment le grand conseil pour les débutants. On commence avec une vision qui nous parle, comme moi, j'ai commencé avec la voie du tarot, et après, eh bien, on va tricoter en fonction de sa personnalité, de sa façon de travailler avec les cartes. Et ça ne veut pas dire qu'une façon est mieux qu'une autre, c'est juste un langage qui va s'affiner en fait au fur et à mesure que l'on avance. Donc voilà, alors tout ça pour dire qu'il y a certaines choses, par exemple la numérologie qui est appliquée aux figures. Moi ça j'avais pas forcément, j'étais pas forcément partie là-dessus, mais du coup ça m'intéresse de voir ce qu'elle a écrit. Le résumé des interactions entre les 4 centres représentés par les 4 couleurs des arcanes mineurs. Donc voilà, on a les différentes figures, on a les majeurs. Après, on a toute une partie sur consulter le tarot et le fait que c'est un art de la relation. Alors après, sur la déontologie, pareil, j'aime beaucoup. Pratique sobre, bienveillante et centrée. Tout ce que le lecteur de tarot n'est pas, pour plus de simplicité et de bienveillance. Voilà, après, elle parle des lectures payantes ou gratuites. Et puis, une partie sur les différentes dimensions dans lesquelles on peut vivre le tarot avec un apport sur son expérience personnelle. Donc ça, c'est pas... on est sur de la modernisation en fait et un mélange entre le tarot et puis l'apport notamment des pratiques ici taoïstes. Voilà, il y a des propositions aussi sur la pratique corporelle et puis une petite trousse à outils. Donc c'est pas un livre avec, comme j'ai pu vous présenter, mais qui ne me plaît pas beaucoup,
Donc je préfère bien mieux cette approche-là. C'est pas un livre avec 450 pages d'interprétation, toutes les interprétations possibles, enfin que l'auteur a trouvé possible par carte, et avec des plein de mélanges entre voilà, telle carte plus telle carte, ça va vouloir dire ça et ça. Alors moi je suis pas pour ce genre de livre, parce que une carte a des interprétations qui sont tellement importantes que c'est impossible de tout mettre dans un livre. En plus, apprendre la signification par cœur de tout un livre, plus des associations, ça rend pas forcément très pertinent lors des tirages, parce que ça coupe de l'intuition. Donc l'idée, c'est plutôt de travailler avec les cartes, de sentir l'essence de la carte, et lorsqu'on va faire le tirage, on va, avec l'expérience, petit à petit, comprendre le message. Voilà. C'est un petit peu comme si les lettres, c'est un petit peu comme les lettres de l'alphabet. Si j'apprends les lettres de l'alphabet, comment constituer des mots, bah, ça me permet de lire. Si j'apprends par cœur tous les mots du dictionnaire, déjà j'aurai jamais la mémoire pour apprendre tous les mots du dictionnaire, puis quand il y aura un nouveau mot, je saurai pas le prononcer, j'aurai aucune idée de d'où il vient, etc. Donc là c'est la même chose, le travail du tarot, c'est apprendre un alphabet pour pouvoir après, quand les cartes viennent les unes à côté des autres, créer un mot, créer une signification, créer et comprendre un message. Voilà. Voilà, avec un aide-mémoire, mais c'est pas l'aide-mémoire, il est indispensable, hein, il est hyper intéressant. Notamment, il va redonner les clés liées aux chiffres. Quand on est débutant, on en a besoin, hein, on a besoin d'un aide-mémoire. Mais il faut sortir de l'illusion qu'on va pouvoir apprendre toutes les significations par cœur. C'est impossible, et ça finit par être contre-productif, parce qu'on va jamais savoir lire. Voilà. Et le tarot, c'est pareil, c'est comme la lecture. Il faut être patient, parce que si vous en souvenez peut-être pas, mais pour apprendre à lire, vous avez dû au début apprendre à lire quelques mots, à mettre quelques lettres ensemble. En effet, au début, on apprend des significations par cœur sur deux, trois choses, mais l'idée, bien sûr, c'est de comprendre ce qu'il y a dessous, et de voir comment est-ce que c'est constitué. Donc voilà, ça prend du temps pour apprendre. C'est pas juste en un mois qu'on va savoir lire les cartes comme quelqu'un qui lit les cartes et qui travaille sur le tarot depuis 20 ans. Voilà, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça demande en fait d'incorporer en fait les informations qu'on va lire dans le livre, et de les faire siennes aussi. Je vais vous montrer 2-3 choses dans le livre. Alors je vais pas pouvoir tout vous montrer. On va pas montrer toutes les pages, mais juste pour vous montrer que déjà elle fait des choses que j'aime bien, c'est-à-dire mettre en gras des petits résumés ou des idées clés. Donc ça permet, quand on cherche quelque chose, de tout de suite retrouver. Donc ça, c'est la partie histoire. Voilà. Ici, moi, j'ai remis un petit marque-page pour remontrer les deux types de tarot. Donc, à nouveau, c'est pas les personnes, quand elles ont créé les tarots, qui se sont dit, tiens, moi, je vais me faire un tarot type 1 ou un tarot type 2, sont les historiens qui ont créé cette classification. Donc, voilà. Et il y en a pas, apparemment, c'est pas clair laquelle est la plus ancienne, c'est juste deux façons d'exprimer les choses, enfin, de dessiner certaines cartes. Donc là, par exemple, dans les types 1, on va avoir... Mais j'avais envie de vous faire... D'ailleurs, on me l'a demandé une vidéo sur les tarots de Marseille, mais j'ai tellement de choses à dire, et je me mets tellement la pression que j'arrive pas à la faire. Donc voilà, là par exemple, vous voyez qu'on a le mât. Dans le type 1, généralement, cette carte-là du mât, elle s'appelle soit le fol, soit le fou. Donc on l'a dans le dodal et dans le noblet.
Et dans le type 2, on a le mât. Globalement, c'est le type 2 qui est le plus connu parce que c'est un type 2 qui a servi de modèle pour faire le tarot de Paul Marteau. Donc voilà, alors on va aller jusqu'à la fin de la partie historique. Voilà, donc vous voyez, c'est important. On a aussi dans le livre des reproductions en couleur, ça c'est vraiment sympa. Donc il y a moins de choses bien sûr que dans le livre d'Isabelle Nadolny, mais du coup on a quelques références, ça permet de comprendre certaines choses, voilà, de voir aussi les inspirations artistiques, ou en tout cas les liens qu'on peut retrouver avec l'art de l'époque de création du tarot. Voilà, ici on a le Christ en majesté. Voilà. Hop, je vous montre parce qu'il y en a quand même plusieurs. D'ailleurs, je vous ai pas... Voilà, ça se termine ici. Donc voilà pour la partie historique. Alors ensuite, on a le tarot en un clin d'œil avec le lexique des 78 cartes par mots-clés. Donc ça, c'est ce qui va vous servir de base pour comprendre l'esprit de la carte. Enfin, pas pour comprendre, mais pour vous reconnecter à l'esprit de la carte. Donc, par exemple, vous pouvez faire une petite photocopie pour la garder avec votre jeu si vous avez envie justement d'aller prendre un petit café et de regarder vos jeux. Donc peu de mots-clés, peu de choses, mais juste l'essence, et ça j'aime bien. Voilà. Alors ensuite on a la chaire à la rencontre du tarot et son contexte culturel. Voilà, avec prendre contact avec les cartes. On a des petites... voilà, des liens au niveau historique, donc ça c'est super intéressant. Ça ne veut pas dire par exemple que comment dire, qu'on est obligé d'interpréter les cartes en utilisant comment dire, les références du Moyen-Âge. On n'est plus au Moyen-Âge, donc c'est intéressant de voir ce qu'il y a sur la carte et de faire un lien avec notamment des représentations graphiques de peinture de l'époque, parce que ça permet d'ancrer un petit peu ce qui a pu, ce que la carte signifiait, ou en tout cas ce qui est montré dans la carte, mais on va pouvoir aussi moderniser et étendre les significations. Donc voilà. Donc ça, moi j'aime bien, j'ai pas tout lu, donc ça c'est vraiment ça m'intéresse beaucoup. On a sur la question des couleurs, avec le lien avec l'héraldique et l'alchimie. Donc l'héraldique, c'est les blasons, avec donc les significations dans les blasons en fait des familles. Si vous aimez visiter les châteaux, vous en avez vu peut-être plein. Et en fait, il y a des significations. La fleur de lys, elle a une signification. La couleur, elle a une signification. Donc là, elle fait le lien avec les couleurs, voilà, de l'époque. Donc ça se faisait bien à l'époque. Et puis les couleurs aussi qui sont liées à l'alchimie. Comment dire, les significations des couleurs, là je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas ce qu'elle a mis, mais elles ont changé en fait avec le temps. Donc on n'est pas forcément sur des choses les significations qui sont les mêmes qu'aujourd'hui. Mais je regarderai, là j'aime bien, ça c'est sympa. Les vertus cardinales, théologales, donc les vertus liées à la religion, et les vertus cardinales avec une correspondance sur les couleurs, ça c'est super intéressant. La justice, le bleu, la force, le vert, la tempérance, c'est le pourpre, la prudence, le noir, la foi c'est l'or, l'espérance, le blanc, et la charité, le rouge. D'accord. Donc vous voyez que, par exemple, la charité et le rouge, bon, on le retrouve hein, dans, par exemple, peut-être l'emblème de la Croix-Rouge. Bon, bref.
à méditer. Et ça, bon, je trouve ça très chouette. Les organes du tarot avec la composition du jeu. Donc les 4 suites, le lien des suites. Alors l'épée du verbe avec la capacité intellectuelle, la coupe du Graal avec voilà, le bâton, l'énergie vitale et motrice, et le denier, la pièce de monnaie, qui sert à réguler tous les échanges matériels. Alors, on a un lien avec les organes. Donc, les épées, sans surprise, c'est la tête. Les coupes au niveau du cœur, les bâtons au niveau du sexe. Alors, je ne sais pas si elle a dit l'énergie des désirs, voilà. Et puis, les deniers au niveau des pieds sont les besoins. C'est sympa, ça, cette représentation. J'aime bien aussi. Alors, il y a des choses que je découvre un petit peu avec vous. Voilà, les figures, l'aspect de la noblesse humaine. Voilà, les valets, c'est le débutant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le roi et la reine, c'est la maîtrise, l'empire sur soi-même, la reine, et sur le monde extérieur, le roi. Donc, sans que la reine et le roi représentent un homme ou une femme, hein. C'est vraiment quelque chose, on est tous des valets, on est tous des rois et des reines sur à certains endroits, et on est tous aussi des cavaliers. Donc voilà, avec le dépassement du cavalier, c'est pour ça qu'il est placé après le roi et la reine. Voilà, alors après, elle va décrire en fait, et il y a tout un travail. Oh, je vais me décaler pour la netteté soit meilleure, parce qu'il y a le soleil qui est arrivé ici. Donc il y a tout un travail qui incite à regarder les cartes. Et ça, vraiment, mais que ce soit pour le Marseille ou que ce soit pour les autres types de jeux, je vous invite à regarder les cartes et à regarder ce qui se passe. La position des mains, la position des pieds, le type de chapeau, le type de regard, à droite, à gauche. Voilà, donc ça, c'est ce qu'elle nous prémâche. Pour moi, si on veut apprendre à tirer les cartes, c'est le travail et la partie la plus importante à lire et à, comment dire, et à intégrer. Voilà, après, donc on a l'ossature du tarot avec la numérologie. Donc là, elle va regarder les valeurs. Alors là, il y a des choses que j'ai retrouvées hein, de la voix du tarot. Ben, évidemment, hein, elle n'a pas réinventé les choses qui lui convenaient. On retrouve hein, bien l'esprit de cette voix du tarot avec cette numérotation spécifique au tarot. Donc, qui a été mise en place. C'est une proposition de Paul Marteau, ça je ne savais pas. Et elle a été après retravaillée par Jodorowsky. Donc on retrouve ça avec l'unité, la polarité, la gestation, hein, qui est super intéressante aussi dans la papesse, dans le tarot de Marseille et qui a été perdue dans le tarot Rider-Waite. L'activité, la direction de la gestation dans l'impératrice. Voilà, la cristallisation, la transition dans le 5. Et puis après, souvent 6, 7, 8, 9, 10, on trouve des choses différentes dans la signification des chiffres selon les auteurs. Donc là, voilà, il y a ce travail-là qui est fait à partir de ces significations, de ces significations-là. Le double carré, donc ça c'était la présentation dans la voie du tarot. Ici, le résumé des étapes de la marelle. Alors, si vous êtes débutant, ça fait beaucoup. Donc, commencez par des petites choses. Dites-vous que vous avez plusieurs années pour travailler le livre et pour comprendre le livre. Lisez de façon ciblée certaines choses et puis laissez d'autres choses et puis vous le reprendrez plus tard. Ne soyez pas impressionné par la masse d'informations. À la numérologie illustrée, avec voilà, le processus, le bébé, etc. Avec le lien avec le processus de la vie humaine, les âges humains. Les 3 corps du tarot, alors la numérologie appliquée aux valeurs, figures et arcanes majeures. Alors ça, j'avais un peu plus regardé.
Voilà, alors là, on a cette idée, hein, avec, si vous avez vu la voix du tarot, on a l'illustration, elle y est peut-être d'ailleurs, hein, dans le livre, j'ai pas fait attention. On a le passage d'une suite à l'autre et qui est permise par le cavalier qui va aller explorer l'autre suite. Donc par exemple ici, on l'a, alors on l'a juste au niveau numéraire, tiens, je n'avais pas vu, le 10 d'épée devient un as de coupe. Donc on a, dans le schéma qui avait été donné dans la voie du tarot, on voyait le cavalier d'épée qui allait dans la suite de coupe. Donc après cette partie de 10 d'épée, on pénètre dans ce monde de coupe. J'aime bien parce que c'est une vision circulaire des mineurs, et du coup c'est ultra intéressant. Voilà, donc on a des choses sur plus de choses sur les cartes, hein, c'est plus seulement comment dire, des mots-clés, mais là on a une histoire qui est racontée à travers cette progression. Alors voilà. Donc là on a les figures et leur valeur dynamique. Voilà, donc ça, moi je ne l'ai pas trop utilisé, je ne connais pas trop. Je me demande si c'était pas déjà dans le bouquin, mais vous voyez, ça fait partie des choses que j'avais laissées de côté. Alors, la numérologie au-delà, Donc après, voilà, la réduction théosophique, on retrouve pas mal dans la numérologie du tarot. C'est pareil, la Golden Dawn a fait pas mal de choses sur ce sujet-là, donc c'est pareil, hein, là on va bosser avec la science des nombres. Voilà, c'est là la circulation, c'est ce dont je vous parlais. C'est un cercle, donc il n'y a pas de début ou de fin. On a comment dire, les suites qui sont présentées comme dans le monde. Hein, on retrouve la coupe avec dans la carte du monde, on a, hop, je vous la montre. On a l'ange, hein, qui est lié aux coupes. Ici, on a les épées qui est lié au mental. Et puis donc on a l'âne et le bœuf. Et donc cette circulation entre ces quatre. Donc on va passer du bâton à l'épée, on va apporter de l'intelligence, après on va apporter du cœur, et après on va concrétiser, et après à nouveau on va avoir ce désir, cette envie. Donc on a cette notion de cycle qui me plaît beaucoup. Ça, c'est une autre proposition aussi de travail et de disposition des cartes pour travailler avec les cartes et comparer les cartes. Franchement, je vous invite à, même si vous n'avez pas envie d'y passer trop de temps, à disposer les cartes comme ça et les regarder et à voir comment ça vous parle. Après, vous pouvez aller voir comment elle a... ce qu'elle a vu, ça peut vous inspirer, mais c'est hyper intéressant en fait de brasser les cartes, de les mettre dans un sens, dans un autre, de les comparer. Après, il y a quelque chose que je trouve qui manque énormément dans plein de livres sur le tarot, c'est justement cet art de la relation. Voilà, donc l'art de la relation, c'est pas seulement l'art de tirer les cartes pour les autres, c'est aussi ma relation avec les cartes, avec moi-même, avec mon questionnement, et les cartes que je vais choisir, quelle carte je choisis. Voilà, et puis la relation entre elles. Donc c'est vraiment, j'aime bien en fait cette idée de faire ressortir ce travail de relation. Et puis les différentes stratégies de lecture, des pistes, des ressources, des choses fondamentales. Ça j'aime bien aussi, hein, on a un peu une sorte de b.a.-ba, voilà, les critères principaux pour interpréter les cartes. On va regarder les valeurs, les détails, les directions des regards, le nom de la carte, ce que ça indique. On va regarder les questions qu'on peut se poser. Ça, c'est super intéressant pour les débutants. Donc, voilà, c'est vraiment très, très bien. Quel type de questions, comment est-ce qu'on répond, etc. Ne tentez pas de répondre à une question que vous n'avez pas comprise. Des choses de base, mais qui méritent vraiment d'être appelées. Voilà, consultez que les majeurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des types.
tarot intégral, donc avec tout. Voilà, il y a plein d'exemples. Alors ça, c'est hyper intéressant, les exemples, ça permet d'apprendre. Donc voilà, pareil, si vous êtes débutant, vous prenez les exemples, vous les posez, vous regardez de quoi ils vous parlent, et après vous lisez ce qu'elle a vu et ce qu'elle a interprété. Vous voyez les différences avec ce que vous avez vu et interprété, sachant que quand on fait une lecture pour soi et qu'on a vraiment posé une question, ça marche pas exactement comme ça. Il y a ça, mais il y a la question, la façon dont la question a été posée et le contexte qui vont jouer sur l'interprétation. La lecture, toc, la déontologie, alors ça c'est super. Nous ne sommes pas le Père Noël ni la Bonne Fée, j'adore en fait. Ça je l'ai lu, j'aime bien. C'est hyper important. Vive le tarot dans toutes ses dimensions, avec dessiner les cartes, changer d'échelle, etc. Les histoires de romans tarot, c'est des romans photos. Dialoguer avec une carte, il y a plein d'activités qui sont proposées, toutes simples, hein, pas des choses ultra compliquées. Puis voilà, et après on a, je crois que c'est jusqu'à la fin pratiquement, une trousse à outils. Donc vous voyez aussi, trousse à outils, c'est la taille d'un petit livre, donc avec plein de choses. Des résumés, certainement que peut-être quand on débute, ça peut être intéressant de lire d'abord la trousse à outils pour avoir un peu une vue générale. Voilà. Et après, discussion détaillée sur le tarot avec... qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui, donc ça c'est plus historique. Voilà. Donc voilà. Alors j'aurais fait une vidéo bien longue sur ce jeu. Je suis super contente en fait que Marianne Costa ait écrit ce livre, qu'elle soit sortie aussi de l'ombre de Jodorowsky. Franchement, elle a plein de choses à offrir et ce livre, c'est un beau cadeau. Voilà. Donc, alors le coffret, il fait 30, qu'est-ce que je vous ai dit, 38 €, mais vous avez un jeu plus un énorme bouquin. Donc, je trouve que voilà, quand on achète un livre plus un jeu, on est souvent à peu près dans ce budget-là. Et là, on a le tout qui est cohérent. Pour les gens qui travaillent sur le tarot de Marseille, c'est vraiment ou qui ont envie de travailler sur le tarot de Marseille, ou qui ont envie d'approfondir leur connaissance. Ça, c'est vraiment un coffret que je conseille, hein. C'est le coffret que je vais conseiller pour les amoureux du tarot de Marseille. Alors pour les gens qui ont déjà un jeu, j'espère que ce livre va peut-être sortir aussi tout seul, parce que ce sera vraiment, il est vraiment génial, donc peut être intéressant de l'avoir aussi sans les cartes. Voilà, donc j'espère que cette review n'a pas été trop longue et que ça aurait répondu à vos questions. Donc moi, je vais continuer à lire le livre. Peut-être que je posterai des choses sur Facebook ou sur Instagram que je trouverais intéressantes dans ce livre-là. Voilà, donc je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!